il y a 2 ans, peut-être vous en souvenez-vous, la Libre Pensée, au moment du 11 novembre, avait sorti un texte national, une déclaration solennelle, qui avait pour titre « La guerre qui vient ». Je dois dire que moi, quand j'avais vu ce titre, je n'étais pas d'accord. Je trouvais que c'était trop violent, qu'on ne pouvait pas annoncer comme ça la guerre qui vient. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, 3 mois après, Poutine envahissait l'Ukraine. Et cette année, là, depuis le 7 octobre, c'est la guerre en Palestine. Donc on avait raison, même si c'est bien cruel et bien difficile à imaginer ou à supporter. Alors, comme on l'a dit dans l'invitation à cette réunion, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Je vais donc m'attacher à donner des faits précis, peut-être pas trop connus, sur l'ensemble de ces 2 conflits actuels, de façon qu'on puisse se faire une idée, si possible plus précise, et puis voir ensuite ce qui pourrait peut-être nous conduire sur le chemin de la paix. Je vais donc d'abord parler de l'Ukraine et ensuite de la Palestine, et enfin de la paix. Alors, si on prend l'Ukraine, les origines de la guerre, c'est bien clair, ce n'est pas une guerre entre les peuples d'Ukraine et de Russie. C'est au contraire une crise, enfin l'expression de la crise de l'impérialisme qui ne trouve plus que la guerre dans la situation où il se trouve pour chercher à obtenir des marchés, à récupérer des opportunités commerciales et à voir comment il pourrait avancer de cette façon-là. On s'en souvient peut-être, les accords de Minsk avaient prévu que l'Ukraine serait une zone démilitarisée. Donc on voit qu'aujourd'hui, on en est très très loin, c'est même exactement l'inverse. Et cette zone démilitarisée devait correspondre au fait que l'OTAN ne cherche pas à gagner plus de terrain si on voulait que du côté de la Russie, il n'y ait pas non plus de pas en avant de la sorte. Or, l'OTAN n'a pas du tout respecté ces accords et au contraire a continué d'étendre son pouvoir et à reprendre d'autres, à développer, à renforcer la militarisation en intégrant d'anciens pays de l'Est dans l'UE, dans l'Union européenne, et donc cela mettait en cause des débouchés économiques pour la Russie. Et donc, si les pays occidentaux ont pris fait et cause pour l'Ukraine, ne croyons pas non plus que ce soit d'une façon désintéressée. Il est bien évident qu'il s'agit là encore de poursuivre l'affrontement économique et la recherche de profits, de débouchés possibles pour le commerce. Si on regarde les opérations militaires, ce qu'on en sait, parce que, à part le fait qu'elles font beaucoup de morts, on ne sait jamais bien exactement ce qui se passe, et on a des informations souvent contradictoires. Alors, contradictoires, bien que dans l'information qui nous est donnée, on n'ait pas énormément de variétés. C'est-à-dire, par exemple, en Ukraine, il y a une seule chaîne, toutes les chaînes disent exactement la même chose. Au début de la guerre, un journaliste français disait notre rédaction ne nous permet pas de dire la vérité, car cela signifierait que nous sommes pro-Poutine. Et on voit déjà les limites qui étaient données aux journalistes. Le New York Times, de son côté, c'est toujours au début du conflit, décrivait le bataillon Azov. Et si on compare ce que disait le New York Times du bataillon Azov en 2019 et ce qu'il en a dit en 2022, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. En 2019, le New York Times disait du bataillon Azov, c'est une organisation paramilitaire néo-nazie ukrainienne. Et en 2023, il présentait ce même bataillon comme une unité de la garde nationale ukrainienne. Et on voit que
toute caractéristique autre a disparu parce que ça aurait été mauvais pour le régime Zelensky. Bon. Avant juillet 23, on a vu les médias annoncer l'effondrement de l'armée russe, un commandement médiocre, un moral en berne, un manque de munitions, des armes obsolètes, des désertions, et Poutine allait donc être chassé du pouvoir. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui était annoncé là était faux, mais aujourd'hui on voit que les spécialistes, les Américains notamment, pensent que la grande offensive que le régime ukrainien a mis en place est un échec. Et même maintenant, le régime ukrainien le reconnaît. Puisque le grand objectif était de pénétrer la ligne de défense russe, et que ça n'a été fait nulle part. Et que Zelensky, s'il avait vraiment voulu, enfin il le voulait bien sûr, obtenir ce résultat, il aurait fallu qu'il sacrifie on ne sait pas trop, c'est plus des dizaines, mais peut-être des centaines de milliers d'hommes, et que ça, il a bien vu qu'il c'était pas par philanthropie, mais que politiquement, il ne pouvait pas le faire, parce que déjà dans son armée, la situation était suffisamment difficile pour qu'il puisse engager une pareille chose. Il a donc retiré les troupes de cette grande offensive pour faire des petits, si on compte le nombre de morts, c'est pas ça, mais enfin, des petites, pas escarmouches, mais à peu près, c'est-à-dire pouvoir dire ici on a gagné, vous vous souvenez peut-être, on entend ici ils ont gagné un village ou un demi-village, là ils ont gagné ceci ou cela, enfin, pouvoir annoncer j'ose pas dire des victoires, mais en tous les cas, renoncement à la grande offensive. Bon, et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un manque d'enthousiasme en Ukraine, parce qu'on manque, on manque de munitions, en dépit de tout ce qui est envoyé régulièrement par l'ensemble des pays, puisque on a entendu chaque mois, chaque pays proposer encore tant de millions, même des fois par milliards de munitions qui allaient être envoyées. Quant aux soldats, la difficulté est plus grande, parce que l'Ukraine n'est pas un pays très nombreux, et que, surtout par rapport à la Russie, et qui ne peuvent pas mettre sur le terrain autant de soldats qu'il y en a en face. Et récemment, vous avez peut-être entendu ça, l'Ukraine commence à engager des mercenaires. Bon, alors le nombre de morts, difficile. À la mi-août, les Américains disaient que du côté ukrainien, il y avait 70 000 morts et 120 000 blessés graves. Que faut-il en retenir, sinon que c'est beaucoup. Alors surtout que les blessés graves, ce sont surtout des personnes qui sont amputées, qui ont perdu un membre, ce qui permet à une entreprise allemande de prospérer, parce qu'elle construit des prothèses. Et actuellement, pour un sondage en Ukraine, dit, alors que faut-il croire dans ce sondage, qu'il y a 30% des Ukrainiens qui sont pour la fin de la guerre à n'importe quel prix. Et je crois que ça nous amène à parler du moral des soldats. On nous a montré au début de cette guerre des soldats qui s'engageaient. Il y avait la queue devant les bureaux de recrutement. Ça, on ne le voit plus nulle part en Ukraine. Même, pire que ça, pour mobiliser des soldats, comme ils ne viennent pas d'eux-mêmes, il y a des autos ou des petits camions qui font des rondes et des circuits dans les rues, et quand elles voient des hommes en âge d'être mobilisés, elles s'arrêtent, les prennent sans trop de ménagement, les font monter dans ces camions, vérifient leurs papiers, et si jamais ils sont en âge et ils doivent être mobilisés, ils sont immédiatement pris, quoi. Et il faut voir ce que ça veut dire comme atteinte à toutes les libertés. Et il y a même devant les usines ce genre d'arrestation, on va dire,
C'est-à-dire que devant les usines, ils attendent les navettes qui apportent les ouvriers. Et au moment où ils descendent de ces navettes, on vérifie et éventuellement on les emmène pour l'armée. Un chef d'entreprise peut soustraire les cadres et les employés qualifiés de son entreprise jusqu'à peu près 50% du nombre. Donc il peut lui empêcher qu'un certain nombre de ses employés ou de ses cadres partent à la guerre, dans la limite donc de 50%. Mais on a tous entendu parler aussi de la corruption généralisée qu'il y a en Ukraine. Et donc je voudrais donner l'exemple d'un homme qui a réussi à obtenir un certificat d'inaptitude. Et il a donné 4 000 $ au médecin. Pour 4 000 $, on peut échapper à la guerre. Mais en juillet 22, le Parlement ukrainien a voté une loi qui annulait l'obligation pour les employeurs de maintenir le salaire d'un travailleur servant au front. Et ça a évidemment amené une vague de protestation parce que ceux qui s'étaient engagés avec un certain enthousiasme se rendent compte qu'ils viennent de se faire flouer d'une manière totale. Il y a donc dans la société aussi des tensions qui se font entre ceux qui sont à la guerre et les autres. Le gouvernement aussi avait promis une loi pour autoriser la démobilisation après 18 mois de participation à la guerre. Il avait promis cette loi. Pour l'instant, elle n'est pas votée, et donc ceux qui sont à la guerre, y restent. Il faut voir aussi que ceux qui sont les grands blessés, encore un exemple est donné, d'un soldat qui a été blessé très grièvement aux jambes, qui a subi 19 opérations pour pouvoir échapper à l'amputation, mais qui a payé lui-même les frais des soins. Donc, la situation, on voit pour le moral des soldats, n'est pas terrible, et la situation économique et sociale en Ukraine non plus. Actuellement, on sait que le territoire de l'Ukraine, c'est le grenier d'une grande partie du monde. Or, 30% du territoire à l'heure actuelle, 30% de la superficie est minée. Et donc est inutilisable pour la culture, et ne sera utilisable pour la culture qu'après combien de travaux, combien de blessés et de morts, tant qu'on puisse nettoyer tous les terrains pour les rendre de nouveau utilisables. Les ports de la mer Noire sont bloqués, et donc pour l'exportation, c'est très difficile. Ils ne se font plus par bateau, mais ils se font par train. C'est donc plus compliqué, beaucoup plus coûteux, et donc il y a un certain nombre de pays qui ne veulent pas acheter les blés à ce prix-là. Dans le pays lui-même, l'électricité est coupée très fréquemment, donc pour les usines, elle marche quand il y a de l'électricité, et elle tourne parfois au quart de leurs possibilités, ce qui là encore est une entrave bien sûr à leur travail, et de nombreux ouvriers sont au chômage. Tout cela est accompagné par le démantèlement des droits sociaux. Et je crois que ça aussi, c'est important de le montrer, parce que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'est la guerre à l'époque impérialiste. Il s'agit de continuer à chercher du profit, et le profit, c'est d'abord la façon de réduire les droits, les salaires des travailleurs. En juillet 22, il y a eu tout d'abord la suspension des accords d'entreprise. L'employeur peut, à partir de maintenant, modifier unilatéralement les conditions de travail, et le licenciement est possible si l'ouvrier n'est pas d'accord. En août 22, ils ont fait un régime juridique spécial pour les petites entreprises qui représentent quand même 70% des entreprises de l'Ukraine, enfin des salariés, pardon. Et donc là, les conditions de travail sont négociées de gré à gré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force collective pour négocier quoi que ce soit. Et c'est donc l'ouvrier est mis en face du patron seul. On voit ce que ça peut faire. Et donc là encore, le licenciement est autorisé.
Les fonds d'assurance sociale, donc pour les accidents et les arrêts de travail, ont été liquidés. Et il y a un projet, alors c'est un mot que même le dictionnaire n'accepte pas, mais enfin, il l'emploie, la décommunisation de l'assurance sociale, en vue de remettre toutes ces assurances aux entreprises, enfin, aux assurances privées. Alors normalement, une telle législation devrait être limitée au temps de la guerre. Chacun connaît ce genre de promesses. Alors, on peut se référer aussi à la conférence qui a eu lieu à Londres en juin, qui était consacrée à la reconstruction de l'Ukraine. Et là, ça regroupait essentiellement des entrepreneurs. Alors, comment voit-il... alors, c'est des entrepreneurs, pas forcément ukrainiens, de ceux qui veulent bien reconstruire l'Ukraine. Alors, que veulent-ils faire? Ils veulent faire de l'Ukraine, après la guerre, un pays modèle du capitalisme ultralibéral. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc, le but, c'est de restaurer l'économie ukrainienne, bien sûr, mais sous la forme d'une zone économique spéciale. Alors, spéciale en quoi? L'argent public doit couvrir toute perte potentielle des capitaux privés. C'est bien. Donc, ni syndicats, ni réglementation sévère pour les entreprises. Les capitaux occidentaux sont faits en alliance avec les oligarques. Et 500 entreprises de 42 pays ont déjà signé pour cette reconstruction. On ne perd pas de temps. Alors, faible protection du travail, ça n'étonnera personne. Et absence de barrières tarifaires. Interdiction des partis de gauche. Et l'aide de l'Occident serait constituée de prêts, ce qui veut dire que donc, les Ukrainiens seraient contraintes, ce ne serait pas des subventions, il faudrait donc rembourser. Donc on voit qu'il s'agit là de la liquidation de tous les droits qui peuvent encore exister d'ailleurs en Ukraine et dans d'autres pays. Et on voit qu'il s'agit, ce que je disais à l'instant, c'est bien une guerre impérialiste, il s'agit vraiment de réduire le plus possible tous les droits des travailleurs. Il y a en Ukraine une grande fédération syndicale qui s'appelle la Fédération des syndicats d'Ukraine, c'est pas très compliqué, FPU, alors je vois bien Fédération Ukraine, le P je sais pas bien, mais qui avait 9 millions d'adhérents avant la guerre. Quand on voit la population de l'Ukraine, ça veut dire vraiment un poids extrêmement important. Alors il se trouve que cette fédération syndicale n'était pas très combative, était plutôt pour la congestion. Mais malgré tout, elle représente pour le pouvoir un obstacle, et donc il a la volonté de la minimiser et même de la faire disparaître si jamais c'était possible, en tout cas de diminuer son influence. Et donc, depuis quelque temps, on voit multiplier les attaques, comme par exemple le numéro 2 de cette fédération est en détention provisoire depuis 10 mois pour détournement important. C'est peut-être pas faux d'ailleurs, hein, vu ce qui se passe. Mais enfin, lui, on en profite pour le mettre en prison. Cette fédération a beaucoup d'établissements en Ukraine pour venir en aide, enfin pour recevoir des personnes, bon, et ce qui lui est pour elle en même temps une rente d'argent. Et bien, ces établissements sont sous séquestre, dont celui qui est peut-être le plus connu, à savoir la maison des syndicats de Kiev, celle qui avait été incendiée en 2014. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et ce qui fait que cette fédération nationale est privée de 50 à 60% de ses ressources. Donc ça lui est bien difficile de vivre. Et ce qui pose aussi bien des problèmes pour les populations déplacées, et en Ukraine il y en a beaucoup, parce que cette fédération en accueillait pas mal. Alors, il faut donc parler de la corruption en Ukraine. Alors, on sait que Zelensky affiche une intransigeance absolue. Bon. Mais, donc, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise, peut-être vous souvenez-vous que le 16 avril 2023, il a limogé l'ensemble des chefs régionaux du recrutement à l'armée.
Ce qui veut dire, alors pourquoi a-t-il fait ça? L'ensemble, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a échappé. Ce qui veut dire que partout la pratique est la même, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que contre un pot de vin, on obtient de ne pas être mobilisé. Et donc les chefs du recrutement se sont enrichis lourdement sur en obtenant, en soutenant cette possibilité pour les médecins militaires que de donner des possibilités d'échapper à la guerre. En septembre, le 5 septembre 23, donc ça ne fait pas très longtemps, le ministère de la Défense, le ministère de la Défense d'Ukraine a démissionné. Alors, il n'a pas démissionné par plaisir, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce que lui aussi était pris dans cette corruption qui était dévoilée, et donc on ne peut pas à la fois dire qu'on défend l'Ukraine et en même temps s'enrichir sur cette guerre. Et un oligarque qui a été le sponsor de Zelensky pour son élection, même chose, est en détention provisoire. Ce qui fait que, enfin, il n'y a pas de relation entre les deux, mais l'armée ukrainienne, alors vit évidemment de l'ensemble des armes qui sont envoyées par tous les pays, mais elle vit aussi des dons des particuliers, et notamment pour l'équipement des soldats. Ça en dit long. Ça en dit long sur, par exemple, une association qui s'appelle Victory Drones, donc, association ukrainienne, a formé 28 000 personnes, tandis que l'armée en formait 10 000. Donc on voit qu'une association privée peut être responsable de la formation de 3 fois plus de soldats que l'armée elle-même. C'est donc une façon dangereuse, disons, puisque il y a des entreprises qui font ça, qui sont des grandes donatrices, qui dissuadent les soldats, les hommes de s'engager, mais qui constituent des groupes armés, alors des groupes armés pour les futurs combats de rue, c'est-à-dire qui préparent eux la guerre civile. Et ils le font parce que, après tout, c'est possible. Donc les libertés dans ce cadre-là, un seul journal lénifiant pour toutes les chaînes de télé. Et il y a un nouvel article du Code pénal qui est fait pour condamner, en tout cas mettre en justice, tous ceux qui mettraient en cause donc, la justification, la légitimation, le déni de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la glorification de ses participants. Donc on n'a pas le droit de dire un mot sur cette guerre, autre que chanter la gloire de l'armée ukrainienne et de ses œuvres. Donc voilà donc un certain nombre d'éléments. Je ne donne pas d'éléments sur la Russie parce que j'en ai pas, enfin pas autre, disons, que ce qu'on connaît, à savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de désertions. Il y en a déjà eu pas mal, il y en a encore un certain nombre, mais c'est un domaine bien difficile à mesurer. Et autrement, on connaît la politique de Poutine sur les libertés. Donc on verra tout à l'heure ce qu'on pourra en dire. Alors sur la Palestine. La Palestine, c'est une guerre contre la colonisation. C'est différent de cette guerre qui se passe en Ukraine. Et on a vu justement toute une discussion se faire au début entre barbares et colonisés. On a vu la polémique sur le terme terroriste. Et je crois qu'il est quand même important d'y revenir, parce que si on emploie le terme terroriste, les mots ont un sens. C'est un mot qui désigne le mal absolu. Et c'est donc en partie un terme moral, et dans cette mesure, ça laisse entendre qu'aucun compromis n'est possible, n'est même envisageable, et qu'il y a une seule solution qui est l'éradication. C'est la solution choisie par l'armée israélienne. Mais on est bien obligé de faire un constat, c'est que le mot terroriste dans l'histoire, il a déjà été employé. On se souvient que l'armée, non pas l'armée, les résistants de la MOI étaient appelés terroristes par les nazis. Les résistants français aussi étaient appelés terroristes par les nazis. Comment appelait-on les résistants algériens pendant la guerre d'Algérie, sinon
sinon terroristes. Bon, et on pourrait ainsi, en Irlande, etc. Enfin, on pourrait multiplier les exemples de tous ceux qui se sont opposés à un régime qui les oppressait. On les a en général appelés terroristes. Il faut quand même aussi dire, puisqu'en France ça a été quelque chose quand même d'exagéré face à cette manière de vouloir absolument que ce soit le seul terme qu'on puisse utiliser pour désigner le Hamas. Alors, si on regarde bien, c'est le terme utilisé par les USA, par l'Union européenne, mais ce n'est pas le terme utilisé par l'ONU, ce n'est pas le terme utilisé par un certain nombre de pays, et donc on a le droit de désigner comme on l'entend. Alors maintenant, il faut quand même se souvenir et voir que pour Israël, éradiquer une organisation, je parle du Hamas, qui a eu 44% des suffrages en 2006, 44% des suffrages, et puis avec la politique qu'ils mènent en ce moment, ils vont plutôt former des nouveaux combattants qu'autre chose. Ça va sans doute être, et on le voit, bien difficile. Il faut aussi savoir, je pense que là on le sait, que Israël, surtout Netanyahou, a autorisé le Qatar à envoyer à Gaza des millions de dollars en soutien au Hamas, parce qu'à ce moment-là, Netanyahou n'avait aucune envie de négocier avec l'autorité palestinienne, et il se disait que si il soutenait le Hamas, il amoindrirait le pouvoir de l'autorité palestinienne, et ça lui donnerait un peu de champ libre. On voit où ça mène. Terrorisme, terreur, quand on pense aux civils palestiniens, à tous les Palestiniens, quels qu'ils soient, qui sont tous les jours, depuis des années, sous l'emprise de l'armée israélienne, des bombardements, qui sont en ce moment dans un pays dans lequel on ne peut pas savoir où aller pour échapper à ça. Est-ce que ça n'est pas la terreur? Ne sont-ils pas sous la coupe de terroristes? Aujourd'hui, encore aujourd'hui et en ce moment, la colonisation continue, elle continue en Cisjordanie, et donc, n'est-ce pas là, disons, la racine de tout ce problème. On se souvient peut-être aussi qu'en Afrique du Sud, quand il y avait l'ANC, là aussi l'ANC c'était des terroristes pour les Blancs qui gouvernaient l'Afrique du Sud, mais à ce moment-là, l'ANC, elle avait des soutiens, elle avait notamment l'Union soviétique, elle avait les non-alignés. Les Palestiniens aujourd'hui, des soutiens, il leur en manque. Hein, ils n'ont pas de soutien de gouvernement, même des gouvernements arabes. Et on voit des gouvernements occidentaux soutenir le gouvernement d'Israël alors qu'il a en son sein actuellement des ministres fascistes lourdement fascistes. Au point que toute activité politique est réprimée, qu'il y a 6000 prisonniers palestiniens dans les prisons d'Israël, et que le droit international est violé d'une manière continue. Alors toutefois, en Israël, la situation politique reste fragile. Moi, je dois dire que j'ai été très choquée, enfin, comme tout le monde sûrement, mais quand on entendait la presse dire d'un côté il y a le Hamas, on est terroriste, et de l'autre on a un État démocratique. Ah bon? C'était d'Israël qu'on parlait en disant État démocratique. C'est un État théocratique dans lequel sont les rabbins qui disent ce qu'il faut faire, et c'est un État militaire et un État d'apartheid. Comment, avec la population israélienne, pardon, la population palestinienne, qui n'a pas les mêmes droits, qui n'a pas les mêmes possibilités, comment peut-on parler dans ce cas-là d'un État démocratique? C'est vraiment un mensonge total.
Alors dans cet état, quand même en ce moment fragilisé, au moins politiquement, on constate que tous les moyens, et il y en a, qui avaient été mis en place pour protéger, hein, avec des guillemets, contre les Palestiniens, c'est-à-dire ce mur autour de Gaza, un mur truffé de tout un tas de matériel que je ne connais pas, mais enfin qui permettait de normalement empêcher toute intrusion, etc. Matériel vendu par la France, hein, donc un bon matériel. Malgré tout, il y a eu cette incursion des soldats du Hamas, donc faillite du système de renseignement, retard, alors on l'a vu, retard de l'armée pour venir en aide à ceux qui étaient attaqués. Alors il y a une explication, c'est la routine des services, parce que le jour du Shabbat, ils sont fermés. Et le 7 octobre, c'était un samedi. Ça n'empêche pas de tuer, en tout cas. Hein. Vous avez bien remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire le jour du Shabbat, mais tuer, on peut. Et donc Netanyahou, évidemment, s'attire un certain nombre de critiques, et il s'en a tiré beaucoup avant, puisque son système la réforme judiciaire qu'il voulait faire a entraîné des manifestations très nombreuses et très importantes. On sait que Netanyahou, tout ce qu'il fait actuellement, son système, la modification du système judiciaire, c'était aussi pour se sauver lui-même, puisqu'il est en but à des condamnations importantes. Et puis, aussi, ça a été dit, mais je pense que ce n'est pas entièrement faux, qu'on a cru, les Israéliens ont cru qu'ils étaient entièrement protégés et que jamais les Palestiniens, sous une forme ou sous une autre, n'oseraient attaquer. Ils ont osé. Pour donner un chiffre, alors on sait qu'Israël c'est un État, je disais militaire et militarisé surtout. Actuellement, en Israël, on a 2623 $ par habitant pour l'armée. Alors, ça ne nous dit rien, hein. Il faut comparer avec d'autres. Et 44 $ par habitant en Égypte, qui n'est quand même pas non plus un régime tellement souple et doux, et 80 en Iran, là non plus. Donc on voit qu'Israël domine tous ces régimes déjà bien réactionnaires de façon considérable. Alors on parle parfois parfois on parle d'une solution à deux États, et je pense que la situation actuelle montre l'échec de cette possibilité, de cette solution, parce que ça fait quand même longtemps, jamais l'existence d'un État palestinien est à l'ordre du jour. On continue l'extension de la colonisation. Alors si j'étais doué, si j'avais un PowerPoint, je vous aurais montré des cartes, mais vous les avez toutes vues dans les journaux ces derniers temps. Les cartes de la Palestine depuis 1948, et comment la terre destinée aux Palestiniens par rapport à Israël s'est amoindrie, au point d'en avoir deux, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et même ça, c'est encore trop, puisque maintenant, si on regarde la carte de la Cisjordanie, elle est piquetée comme une vraie passoire par les colonies qui s'installent et qui font qu'il n'y a évidemment pas possibilité de faire un État. Et en ce moment, la colonisation se poursuit. Il y a des morts chaque jour de colons qui, en Cisjordanie, conquièrent des terres contre les Palestiniens. À Gaza même, les Palestiniens, on pourrait dire ils n'ont qu'à fuir par la mer. Ben non, c'est pas possible, parce qu'ils ne contrôlent ni la mer, ni les airs. Ils sont enfermés dans cette... on dit des fois une enclave, c'est effectivement une enclave. 80% des habitants de Gaza dépendent de l'aide alimentaire mondiale. Ça en dit long aussi sur ce qu'on leur laisse comme possibilité. Bon. Aucun processus de paix n'est mis en œuvre et rien ne sanctionne ceux qui ne respectent pas le droit international. Et si on prend des chiffres, puisqu'il en faut, il y a 700 000 juifs israéliens en Cisjordanie et Jérusalem-Est.
et 150 000 Palestiniens de Cisjordanie et 17 000 Gazaouis travaillent en Israël chaque jour. Donc on voit ces interactions. Vous avez peut-être écouté Dominique de Villepin la semaine dernière, je crois, qui expliquait, enfin lui, il est pour la solution à 2 États. Il a dit 2 États, ça veut dire que les 700 000 juifs israéliens qui sont actuellement en Cisjordanie doivent être enlevés. Et il a pris comme exemple ce qui s'est passé en Algérie à la fin de la guerre d'Algérie, en disant la France a rapatrié 1 million, je crois, de ses citoyens. Bon, on voit, disons, la complexité de la question. Et donc on peut se demander quel avenir, effectivement, il peut y avoir. Alors on a vu que, enfin on voit, que pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait des armes, ou peut-être c'est l'inverse. C'est peut-être qu'il y a des armes et ensuite il y a la guerre, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les seules industries dans lesquelles on fait encore des profits, des vrais profits, sont les industries de la guerre. Et dans ce monde-là, la France a une bonne place, puisque la France est le 3e exportateur mondial d'armes, après les USA et la Russie. Alors, garder une place comme celle-là, ça demande des efforts. Peu de contrôle, comme vous le savez, c'est des choses qui ne viennent jamais à la Chambre, hein, ça reste aux mains de l'exécutif. Et la balance commerciale française est en déficit, sauf pour les armes. On met l'administration au service des industriels qui font les armes. Il y a 900 fonctionnaires, ça s'appelle le sous-texte, qui doivent aider les 4000 entreprises d'armement qu'il y a en France pour négocier des contrats. Dans le civil, donc pour les industries civiles, on a un fonctionnaire pour 91 entreprises. Dans l'armée, on a un fonctionnaire pour 4 entreprises. Il peut vraiment s'en occuper et trouver des contrats. Bon, la loi de programmation militaire qui a été votée en juillet 23, je ne vais pas revenir dessus, mais chacun se connaît même le chiffre, enfin le nombre tellement épouvantable, 413 milliards en progression énorme comme dans tous les pays. Et donc pour des raisons financières, en France, il faut que l'objectif c'est de réaliser 30% du chiffre d'affaires avec les ventes à l'étranger. 30%. Et ben pour vendre, on ne se préoccupe ni de droits humains ni de démocratie, il faut vendre. Et donc on va vendre, par exemple, entre 2011 et 2020, c'est le Proche-Orient qui a représenté 42% des commandes faites à la France. 42%. Je prends un exemple plus précis, le Rafale. Le Rafale, Sarkozy n'a jamais réussi à en vendre. Bon, c'est pas parce qu'il est plus maladroit que d'autres, la situation ne s'y prêtait pas. Mais ensuite, il y a eu le coup d'État en Égypte d'Al-Sisi. Et à ce moment-là, ceux qui sont chargés de vendre des armes ont vu ça comme une aubaine. Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se précipitent, je cite, avant qu'un nouveau pouvoir démocratique lui demande des comptes. Donc ils se sont glissés là pour arriver à vendre des Rafales. Et effectivement, l'Égypte a commandé 24 Rafales. Et ces commandes ont été suivies par d'autres pays, le Qatar, les Émirats, l'Inde, etc. Au point que la France a dû, pour pouvoir vendre tous ces Rafales qui étaient commandés, elle a dégarni un peu sa propre armée. Vous voyez dans quel danger on a été. Et pour pouvoir fournir les pays comme ceux-là. Problème, c'est que dans ces conditions, les pays qui achètent deviennent exigeants. Et la France devient dépendante de ses exportations. C'est-à-dire que si elle veut continuer à exporter, il faut qu'elle donne des garanties sur la formation des pilotes, sur la réparation des avions, sur même quelquefois la construction des avions. Et donc, c'est un soutien
politique militaire, disons, aux vendeurs. On le verra, je donnerai un exemple tout à l'heure avec l'Arabie. La France, pour vendre ses armes, elle fait un salon de l'armement, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tous les 2 ans à Eurosatory. À Eurosatory, alors là, le grands marchés des armes. On peut acheter ce qu'on veut, des avions, des tanks, des moyens de surveillance, des armes de toutes les sortes, des tas de trucs que je ne connais pas. Et il faut quand même savoir qu'il y a autour de 1800 exposants, des milliers et des milliers de visiteurs, par dizaines de milliers, et des délégations de 120 pays. C'est donc un marché très important. Alors, j'y reviens parce que ça a eu lieu l'an dernier, et l'an dernier, Macron avait tenu à être à l'inauguration et à faire une déclaration. Et dans sa déclaration, il expliquait qu'on entrait dans une économie de guerre, il faut ces termes, on entre dans une économie de guerre dans laquelle nous allons devoir durablement nous organiser. Donc on va pour lui, c'est quelque chose qui va maintenant dominer en quelque sorte la situation politique du pays. Et je pense que c'est quand même important de voir ça, parce que c'est vrai qu'on 413 milliards dans la loi de programmation, sans cesse, c'est ce qu'on va nous dire pour dire qu'on ne peut pas construire des écoles, qu'on ne peut pas construire des hôpitaux, etc., etc. Alors, le commerce est en hausse constante depuis 2000. En 2017, les dépenses militaires mondiales, c'était 1739 milliards de dollars. 1739 milliards de dollars. On finit par même plus se rendre compte de ce que ça peut signifier. Et la France avait accru ses ventes de 30% en 2018. Avec comme deuxième client l'Arabie Saoudite, grande démocratie comme on connaît, qui a acheté des armes à la France pour 11 milliards en 9 ans. Alors, il y a un traité de l'ONU sur le commerce des armes. Et que dit ce traité de l'ONU qui est signé par la France? Il nous dit que toute vente d'armes est interdite si les matériels en cause peuvent être utilisés dans des attaques dirigées contre les civils. Or, au Yémen, l'Arabie Saoudite a imposé un embargo, a bombardé les infrastructures hospitalières, les écoles, les transports de vivres. Des millions de personnes sont menacées de la famine, plusieurs centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées. Ça ressemble bien quand même à des civils, tout cela. Bon, ça n'a pas empêché les armes, et ça n'a pas empêché que Mohamed Ben Saïef reçoive la Légion d'honneur. Autre élément qui moi, enfin, on ne sait plus dire ce qui choque et ce qui choque plus. En écologie, il y a eu le protocole de Kyoto en 2017. L'armée américaine a négocié et obtenu une exemption de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, tous les États signataires ont obtenu la même chose pour leur armée. Ça aurait été trop injuste, hein, sinon. Ce qui fait qu'aucun bilan n'est établi sur la pollution provoquée par la guerre et par les activités militaires. Ça vaut mieux, peut-être. Et donc, c'est pas mesuré, ça fait partie d'aucune statistique, et le GIEC n'en tient aucun compte. Et pourtant, en France, je disais, on est le 3e vendeur d'armes, on a une industrie militaire importante, et on voit comment la société, enfin comment le gouvernement veut militariser la société. Et je voudrais en prendre un exemple sur lequel je vais pas revenir longuement, mais quand même je pense qu'il faut le signaler, c'est le service national universel, à savoir la volonté de mettre les jeunes dans une formation militaire très tôt. Alors on a vu qu'au début, la volonté de Macron est claire, c'est tous les jeunes. Plusieurs centaines de milliers chaque année doivent passer par là. Des très jeunes, ils ne sont surtout pas majeurs, et ils n'ont pas encore la tête forcément bien construite. Enfin, ils sont malléables.
Donc pendant les premières années, Macron a cherché à avoir des volontaires. Les volontaires, pourtant on leur a offert le séjour à l'étranger, enfin dans les îles, j'allais dire à l'étranger, pardon, en Martinique, en Guadeloupe. Bon. Enfin, on a fait en sorte que ça ait l'air bien, quoi. Et malgré tout, ils n'ont attiré qu'une proportion, enfin moi ça fait encore trop, mais une proportion minime de jeunes par rapport à ce qui était leur projet. Et donc, les informations les plus récentes sont inquiétantes parce que, avec Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation nationale, lui qui fait chercher les enfants par la police dans les classes et qui les emmène menottés, là, il a dit récupérer le mois de juin, parce qu'ils se sont aperçus que les élèves au mois de juin, ils n'allaient plus trop en classe. Et donc là, il va récupérer le mois de juin, il propose donc que les 2 dernières semaines du mois de juin, pour les élèves de 3e et de seconde, je ne sais plus, 3e je crois, et bien ce soit le SNU. C'est-à-dire que ça serait intégré à l'école, en quelque sorte. Alors pour l'instant, ils n'ont pas dit obligatoire. Enfin, ça reste bien dans leur tête. Hein. Et donc l'idée, ça serait vraiment que tous les gamins soient ainsi... comment dire, enfin, qu'on leur apprenne ainsi, hein, dès le matin, l'albé des couleurs, la Marseillaise, l'uniforme, et obéir, obéir, obéir. Il y a déjà eu beaucoup d'incidents, enfin vous avez peut-être été au courant, beaucoup d'incidents dans ces réunions, enfin dans ces stages qu'il y a eu, de gamins qu'on fait lever au milieu de la nuit parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des filles dans le dortoir des garçons, des choses aussi affreuses que ça, et qu'on faisait faire des pompes à 2 h du matin dehors pendant un certain temps. Bon, alors après toutes ces horreurs, on parlait un peu de la paix. Si jamais vous ne le connaissez pas, je pense que ce n'est pas le cas, il y a un texte qui est, je pense, en ce moment extrêmement utile, c'est le manifeste de Kiental. Vous savez, ce manifeste qui, au bout de 2 ans de la guerre de 14, c'était en fin 1915, presque 2 ans, les internationalistes pacifistes se sont réunis à Kiental, un village de Suisse, et en France devait y aller un certain nombre d'enseignants. Ils n'ont pas eu le visa pour partir, pour quitter la France pour aller en Suisse. Ils ont donc été remplacés par 3 députés socialistes qui, eux, vu leur titre de député, n'avaient pas demandé, enfin le visa leur était obligatoirement accordé. 3 députés socialistes sont donc allés à Kiental. Il s'agit, je pense, leurs noms doivent être vraiment connus, Pierre Brison, le prénom va m'échapper, Raffin Dugens, Jean, je ne sais plus comment, Jean-Pierre Raffin Dugens et Alexandre Blanc, 3 députés socialistes qui sont allés là-bas. Et on a demandé là-bas à Pierre Brison d'écrire un manifeste qui serait le bilan en quelque sorte de cette réunion. Et ce manifeste est un texte vraiment, enfin, je trouve qu'il correspond bien à la situation qu'on connaît, en disant 2 ans de guerre, il faut tout arrêter, il dit ni vainqueur ni vaincu, mais non, tous vaincus. Et je pense que si on regarde ce qui se passe en Ukraine, quoi qu'il arrive maintenant, c'est ni vainqueur ni vaincu, mais tous vaincus. Dans quel état est l'Ukraine, avec les villes qui sont ravagées, avec la terre qui est pour 30% minée, qui est inutilisable, avec les ports qui ne servent plus, enfin, avec, bon, si on prend Gaza et la Palestine, ce qu'on va dire, c'est pareil, ni vainqueur, tous vaincus. Et qui explique, j'en lis un petit morceau. La guerre n'a jamais tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre. La violence appelle la violence. Assez de ruines aussi. Car c'est sur vous, peuple travailleur, que tombent et tomberont ces ruines. Aujourd'hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales qui auraient amélioré votre sort, favorisé l'instruction, atténué la misère.
peuple qu'on ruine et qu'on tue, debout contre la guerre. Courage, n'oubliez pas que malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force, que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanche sociale, et l'heure de la paix sera avancée. Je pense que cette dernière phrase est vraiment la plus juste. Appel au peuple, ce n'est pas les dirigeants qui vont mettre fin à la guerre. Ils mettront fin à la guerre que quand ils verront qu'ils ne sont pas suivis et qu'ils risquent leur pouvoir. Quand on regarde la fin de la guerre de 14, c'était des centaines de milliers qui avaient déserté en Allemagne. Enfin, ils ne désertaient pas. Après la permission, ils oubliaient de revenir au front. En Italie, des centaines de milliers aussi. En Russie, pareil. Et donc c'est parce que les soldats n'y sont plus allés qu'il a bien fallu mettre une fin à cette guerre. Et je pense qu'en ce moment, on a des manifestations contre la guerre, des manifestations dans beaucoup de pays. Je pense que les manifestations les plus récentes contre ce qui se passe en Palestine, pour le cessez-le-feu, première chose, pour le cessez-le-feu, qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Alors, dans tous les pays, même si dans certains pays c'est beaucoup plus que dans d'autres. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut compter, qu'il faut faire en sorte qu'elle réussisse. Donc pour le cessez-le-feu, contre le blocus. Deuxième point, c'est aussi ce qu'ont fait les 3 députés socialistes, c'est voter contre les crédits de guerre. Et je pense que ça doit venir dans notre mobilisation, appeler les députés à ne pas voter les crédits de guerre. La première fois que Brison, Raphaël Dugens et Alexandre Blanc n'ont pas voté les crédits de guerre, en juin 1916, je ne sais si vous pouvez imaginer l'atmosphère de l'Assemblée nationale quand ils ont vu que 3 députés n'allaient pas voter les crédits de guerre. On se souvient l'an dernier, à l'Assemblée nationale, qui reprenait un peu de vigueur au moment de la discussion sur les retraites, comment certains députés ont été pris à partie et combien c'était violent au sein même de l'Assemblée. Quand Brison a dit qu'il ne voterait pas les crédits de guerre, un député s'est levé pour lui demander qui l'avait payé pour dire ça. Et Brison a pris le verre d'eau qui était là, il l'a jeté à la tête du député, qui l'insultait ainsi. Et il a été privé de son indemnité parlementaire et privé aussi de la Chambre pendant 2 mois. On a vu que des choses pareilles se sont passées l'an dernier. Brison et les 2 autres ont voté contre les crédits de guerre. Comment en avertir les soldats? Ce n'est pas les journaux de l'époque, vu la censure qui régnait, qui allaient le leur dire. Les soldats l'ont su, c'est assez étonnant, par le journal officiel. Le journal officiel retrace les débats qu'il y a à la Chambre, ils ont dit ça. Et Brison a reçu un nombre de lettres de soldats, enfin pas incroyable, mais quand même un grand nombre de lettres avec à chaque fois. Si vous saviez, on est tous d'accord avec vous, allez-y, continuez. Fonder un nouveau parti, un vrai parti socialiste, il faut en finir de cette guerre, de cette boucherie, de cette horreur. Et des gens qui disent on n'est pas d'accord avec vous politiquement, mais là-dessus il n'y a pas de problème, allez-y, allez-y. Et des soldats qui disent je vous envoie cette lettre, on vous soutient, etc. Mais on ne signe pas parce qu'on sait que si la lettre était trouvée, avec notre nom dessus, on passerait par le conseil de guerre et on pourrait bien être fusillé. Troisième chose, je pense qu'il faut mener dans la bataille où on est là, c'est le refus de livrer des armes. Et je pense qu'il y a déjà dans certains pays les dockers qui ont commencé ça. Je pense qu'en Italie, les dockers de Gênes font une bataille sur le refus de livrer des armes pour la guerre. La Belgique, je crois, les Grecs, enfin il y a d'autres pays qui sont en train de travailler sur cette question, et je pense que c'est la façon dont on peut, pour nous, avoir ça. Et pour conclure, je voudrais juste reprendre dans ce beau livre l'inscription qui est sur le monument
Saint-Martin-d'Estréaux dans la Loire. Donc c'est par rapport à la guerre de 14-18, mais c'est tellement la même chose. Bilan de la guerre, plus de 12 millions de morts, autant d'individus qui ne sont pas nés, plus encore de mutilés, blessés, veuves et orphelins, pour d'innombrables milliards de destructions diverses, des fortunes scandaleuses édifiées sur les misères humaines, des innocents au poteau d'exécution, des coupables aux honneurs, la vie atroce pour les déshérités, la formidable note à payer. La guerre aura-t-elle enfin assez provoqué de misère, assez tué d'hommes, pour qu'à leur tour les hommes aient l'intelligence et la volonté de tuer la guerre? Si tout l'effort produit et tout l'argent dépensé pour la guerre l'avait été pour la paix, pour le progrès social, industriel et économique, le sort de l'humanité serait bien différent. La misère serait en grande partie bannie, et les charges financières qui pèseront sur les générations futures, au lieu d'être odieuses et accablantes, seraient au contraire des charges bienfaisantes de félicité universelle. Maudite soit la guerre et ses auteurs. Je vous remercie.